Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnes issues de ces prestigieuses institutions que sont l'IRD et l'IAC. Alors je voudrais remercier l'une d'entre elles en particulier, qui est la personne du milieu, donc Séverine Bouard, qui a bravé les derniers temps de sa grossesse, n'est-ce pas, pour tenir ses engagements. Donc elle est venue représenter dignement sa discipline qui est la géographie qu'elle exerce au sein de l'Institut agronomique néo-calédonien. Donc à sa gauche, Catherine Sabineau, qui est anthropologue et ethno-écologue, et le monsieur grisonnant, blanchissant presque, au fond, c'est Pierre-Yves Lemeur qui se dit être anthropologue. Tous deux sont issus de l'Institut de recherche pour le développement. Alors tous ces logs, c'est pas inintéressant, parce que s'il y avait une péridurale, au moins on est tranquille. Plus sérieusement, les personnes qui sont là ont réalisé quelques travaux que vous avez peut-être eu l'occasion de voir présentés devant la salle Sissia. Travaux qui sont consultables et empruntables pour certains d'entre eux à la médiathèque du centre, évidemment. Alors ils sont venus développer ce soir ce qui a trait aux politiques de la nature en Nouvelle-Calédonie. Donc ils sont là pendant une petite heure, un quart, disons. Et au terme de cette conférence qui est enregistrée, vous aurez bien entendu la possibilité de débattre. Je précise, puisqu'apparemment on me le demande souvent, que les conférences sont disponibles la semaine suivante sur adck.nc, catalogue de la médiathèque et publications multimédia. Donc si vous connaissez des gens qui ont du mal à y accéder, c'est là qu'elles se trouvent. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis surtout je vous dis à tout à l'heure pour les échanges. Bon courage à vous 3. Merci. Merci Manu pour les présentations. Je vais poursuivre un petit peu la présentation de nous 3 en commençant par moi et en passant le micro ensuite à Pierre-Yves et Séverine. Donc moi je suis Catherine et je travaille en Calédonie depuis 2 ans seulement, alors que mes collègues travaillent depuis bien plus longtemps. Mais j'ai toujours travaillé sur les questions de politique de la nature, ces questions de relation de l'homme à son environnement, au Canada, Mexique et en Afrique. Et donc j'apporte ma petite pierre à nos réflexions aussi avec les analyses que j'ai pu mener ailleurs. Donc je laisse Pierre-Yves se présenter rapidement et puis comme ça on continuera le tour. Merci. Donc je suis Pierre-Yves Lemeur, je travaille à l'IRD comme l'a dit Manu, donc je suis effectivement là depuis plus longtemps que Catherine, ce qui se repère à ma chevelure un peu grisonnante. Et donc je travaille sur les questions minières, foncières depuis maintenant presque 8 ans en Nouvelle-Calédonie, et j'y suis venu même un petit peu avant en mission sur les questions foncières, en appui à la réforme foncière avec... Voilà, et donc moi, Séverine Bouard, donc à l'IAC, je travaille donc à l'IAC depuis une petite dizaine d'années. Donc moi, je suis pas au départ, donc je travaille pas spécifiquement sur les politiques environnementales, mais surtout sur les processus de fabrication des politiques publiques au départ de développement, et je m'intéresse à toutes les interconnexions entre le niveau local, micro-local et les connexions internationales. Merci. Donc on pensait que c'était un petit peu important de faire ce tour d'horizon parce que c'est grâce à nos apports différents et aux questions de recherche qu'on peut aujourd'hui présenter une conférence qu'on espère assez pertinente, on va dire. Donc on l'a intitulé « Les politiques de la nature en Nouvelle-Calédonie, valeurs des lieux, développement minier et appartenance ». Donc on s'appuie sur un certain nombre de terrains de recherche qu'on a menés ensemble pour la plupart, et qui se sont déployés depuis 10-15 ans pour d'autres, et qui se sont cristallisés ces dernières 2 années dans un programme de recherche appliqué, financé par le CNRT, qui s'appelle NERVAL, dont l'intitulé signifie « Négocier, évaluer et reconnaître la valeur des lieux ». Donc c'est au sein de ce projet-là qu'on a beaucoup travaillé ensemble et qu'on a croisé nos approches. Il y a des économistes d'ailleurs, dont certaines personnes du programme sont dans la salle, des économistes, des anthropologues, des géographes
qui ont travaillé, et des juristes aussi qui ont travaillé avec nous sur ces questions-là. Donc c'est un peu le fruit de tout ce travail-là, de nos institutions et d'autres institutions qu'on essaye de partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le cours de la présentation. Donc on est parti d'une observation qui est il y a une importante transformation des dispositifs environnementalistes et des enjeux de développement dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons travaillé, là, ce qu'on va présenter aujourd'hui, cela concerne les communes de Thio et de Yaté. On a des dispositifs environnementalistes qui sont de différents ordres. Vous connaissez tous le statut UNESCO de notre lagon, mais il y a aussi un dispositif Ramsar de protection des zones humides que présentera Séverine tout à l'heure. Il y a également des aires marines protégées et toute une série d'acteurs qui sont soit des individus, soit des associations ou des organisations non gouvernementales qui ont pris part à cette arène environnementale dans le sud. Et donc dans tous nos travaux, ce qu'on fait généralement, c'est d'avoir une approche symétrique des différents acteurs, ce qui veut dire qu'on va autant avoir des entretiens avec des habitants de la tribu, avec des autorités coutumières, avec des agents des provinces, avec des agents de l'industrie minière, par exemple. Et c'est grâce à cette collecte des différents discours qu'on est en mesure aujourd'hui de traduire, de décrire et d'analyser les transformations qui ont eu lieu. Et donc l'autre enjeu important dans le sud, c'est l'industrie minière. Avec la SLN, Vallée, mais aussi les petits mineurs et tous les organismes de sous-traitance. Et ça, ce sera du coup surtout Pierre-Yves qui nous apportera son éclairage par une étude de cas sur Thio. Nous avons également le tourisme, mais qui est quand même très peu développé dans les sites où nous avons travaillé, si ce n'est le petit tourisme de Nouméa qui se déplace vers les communes de Thio et de Yaté. Et dans ce contexte de transformation des dispositifs environnementalistes et des enjeux de développement dans le Sud, on va avoir forcément de nouveaux discours, de nouvelles valeurs, de nouveaux savoirs qui vont être portés, qui vont devoir être discutés, tant en matière environnementale, mais aussi sur les questions de développement durable qui touchent assez largement les enjeux de développement et les enjeux environnementaux. On a aussi des valeurs qui portent sur les questions de l'autochtonie, sur la responsabilité sociale d'entreprise. Je ne vais pas aller dans le détail de tout cela parce qu'on préfère garder ça pour le travail dans les études de cas et on reviendra dessus après. Ce qui se passe avec la présence de tous ces nouveaux discours, ces nouvelles valeurs, ces nouveaux savoirs, c'est que ça produit des questionnements et des tensions autour des connaissances, des normes et des valeurs locales. Notamment en milieu kanak, puisque les deux communes où nous avons travaillé, c'est à 95% ou à 77% kanak. Et donc, on se demande à chaque fois si ces connaissances, si ces normes, si ces valeurs sont considérées comme légitimes ou non, si elles sont visibles ou invisibles, notamment dans les questions de droit, si elles sont valorisées ou dévalorisées et comment elles sont mises en contexte dans la production des normes juridiques et dans les discussions, dans les négociations au sein de diverses arènes, tant environnementales que de développement. Cette production de questionnement et de tension, cette présence de différentes connaissances, de différentes normes, de différentes valeurs, conduit à la construction de réponses locales qui mobilisent des discours locaux, mais aussi des discours importés. Donc on a des valeurs locales qui sont présentes, on a des savoirs locaux qui sont présents, mais aussi on a des savoirs et des normes qui viennent
des politiques internationales portant sur l'environnement, par exemple. Et on va aller saisir des éléments des discours, des éléments de savoir des différents niveaux, afin de construire des réponses locales aux enjeux que l'on rencontre. Donc voilà, c'est une introduction assez peu contextualisée, parce que je laisse la place aux écus de cas derrière. Mais l'idée est que sur la base de cette présence de différentes normes, discours et valeurs, on se pose deux questions qu'on va essayer de questionner à la fois à Thio et à Yaté. D'abord, comment un événement va pouvoir déclencher des reconfigurations de valeurs et de normes à l'échelle locale. Les événements qui seront explorés tout à l'heure, ça va être un incendie ou des inondations, mais qui finalement se positionnent dans un enchevêtrement, dans une suite d'événements qui seront décrits par mes collègues. Et nous nous questionnerons sur comment les acteurs sociaux se positionnent et combinent différents savoirs, normes et valeurs en matière environnementale. Et donc ces transformations, ces reconfigurations, ces mobilisations diverses de savoirs, de normes et de valeurs se traduisent en fait par une transformation des formes de mise en politique de la nature. La nature va devenir pas seulement un enjeu pour elle-même, mais un argument dans des arènes de négociation, de discussion sur des enjeux de territoire. Donc, ce qu'on va continuer, on va poursuivre de cette manière-là. Je vais vous présenter très rapidement les deux communes de Yaté et de Thio, en décrivant à quel point les enjeux miniers et les enjeux environnementaux se superposent, parfois se confrontent dans ces deux communes. Et ensuite, je laisserai la parole à Séverine qui nous parlera du feu sur la commune de Yaté, et à Pierre-Yves qui nous parlera de la pluie et du beau temps peut-être. Ça serait une blague qu'il aurait pu faire, c'est pour ça que je la fais, sur la commune de Thio. Donc Yaté et Thio, ils sont marqués. Donc il y a à la fois l'empreinte de la mine et la place de l'environnement qui se matérialise sur les cartes notamment, parce que je vais vous montrer deux cartes. Donc là, on a une carte de la commune de Yaté. Et on a sur cette commune, comme vous le savez tous, à la fois une usine qui fonctionne depuis quelques années, ainsi que des demandes de prospection nombreuses sur la côte oubliée, et le cric Pernod dont parlera Séverine. Donc on a du développement minier plus ou moins ancien, plus ou moins prévu, plus ou moins envisagé. Et on a aussi des enjeux environnementaux assez forts, puisque cette carte montre à la fois les limites des aires protégées, le périmètre du programme Intègre qui est en jaune et le périmètre du programme Rescue qui est en bleu, qui sont deux projets de développement et de gestion intégrée de la zone côtière, et qui se superposent pour ce qui est du programme Intègre sur les limites du site UNESCO, donc du parc du Grand Lagon Sud. Et on a aussi le périmètre de Ramsar qui est en rouge, dont Séverine parlera tout à l'heure. À Thio, on a aussi ces deux confrontations de environnement et développement minier. Alors avec une histoire beaucoup plus longue sur Thio en termes de développement minier, puisque ça fait 130 et quelques années que l'industrie minière s'est implantée avec les petits mineurs et puis avec la SLN qui est très très présente dans la commune de Thio. Et on a également des AMP, des aires marines protégées provinciales, ainsi que la forêt de Saï, donc qui, elle, marque les enjeux environnementaux, en tout cas
formalisé par des limites sur la zone. On verra avec Pierre-Yves qu'il y a d'autres enjeux de conservation, d'enjeux écologiques, enjeux environnementaux qui se sont dessinés ces dernières années. Donc, avant de passer la parole à Séverine, je tiens à dire que voilà, dans un contexte politique de décolonisation toujours en cours de négociation, dans un contexte de montée des régulations juridiques et administratives à l'échelle locale, régionale et internationale, on observe vraiment une transformation importante à la fois des dispositifs environnementaux et de la manière d'interagir avec les politiques de développement minier. Je vais de ce pas passer la parole à Séverine qui va nous présenter, nous parler du feu. Alors, donc d'abord, peut-être commencer par pourquoi est-ce que l'incendie du Cric Pernod est intéressant justement pour essayer de comprendre comment se fabriquent les politiques de la nature et notamment pourquoi est-ce qu'on l'a étudié dans le cadre du programme Nerval. En fait, l'incendie il est survenu en janvier 2013. Et au départ, c'est quasiment en même temps que commence le programme Nerval. On n'avait pas forcément identifié ce terrain-là comme faisant partie des études de cas qu'on allait traiter. Mais avec l'actualité, en fait, donc on s'est rendu compte que l'incendie de janvier 2013 faisait l'objet de nombreuses discussions entre nous. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir comment est-ce qu'autour de cet incendie, différents acteurs et leur capacité à mobiliser cet événement, donc de l'incendie, pour mettre en récit, raconter une histoire et transformer un problème, ici le problème des incendies de zones ayant une grande biodiversité, et comment est-ce que notamment les associations mobilisaient cet événement pour transformer ce problème qui les interpelle tout particulièrement en problème public, c'est-à-dire un problème public, un problème dont les pouvoirs publics doivent tenir compte, sur lesquels ils doivent intervenir. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Ensuite, ce qui ressortait, c'est que très très rapidement, au final, cet incendie et ce processus de problématisation, c'est-à-dire on se rend compte que les feux sont un problème aussi pour la nature, avait déjà commencé à être mis à l'agenda en fait avec l'incendie de la montagne des Sources. Sauf qu'en janvier 2013, on avait une configuration d'acteurs qui était un petit peu différente puisqu'on était beaucoup plus loin, beaucoup plus avancé dans le transfert de compétences avec le transfert de la sécurité civile qui était en cours. Donc les débats étaient encore plus saillants autour de cet incendie. Surtout, quelques semaines après l'incendie, on s'est rendu compte que l'espace qu'on voulait étudier et donc intégrer au programme Nerval devenait de plus en plus complexe et faisait toujours plus l'objet de nouvelles controverses, notamment avec la décision d'en faire une réserve technique provinciale, c'est-à-dire de suspendre les négociations pour les attributions à un ou plusieurs exploitants miniers, afin de poursuivre les études et également les prospections. Donc de continuer à produire du savoir sur cet espace, alors que tout le reste de la plaine des Lacs, lui, faisait l'objet de la signature de la convention Ramsar, donc dans une perspective beaucoup plus de conservation et de préservation de cet espace naturel, donc une zone humide, et qu'a priori, dont le Cric Pernod faisait globalement un peu partie. Donc c'est comme ça que cet événement et ce lieu, donc le Cric Pernod, a fait partie de notre projet de recherche. Et l'idée, c'était d'étudier l'incendie pour comprendre et voir ce qui pouvait nous dire des différentes valeurs que les acteurs associaient à ce lieu du Cric Pernod. Alors, avant de commencer, on va vraiment rentrer par l'événement incendie, mais avant de rentrer dans les récits autour de cet incendie, juste pour mémoire, on va présenter les différents acteurs qui gravitent autour du Cric Pernod. Donc, en résumé, on a principalement la mairie de Yaté, les populations locales, ainsi que pour la DINF, pour qui en fait
Le cric Pernod est surtout important du point de vue de ses ressources en eau et en ressources de biodiversité, en termes de biodiversité. Pour la province sud, à ce moment-là, donc l'exécutif provincial, il voit surtout en priorité la ressource minière, ainsi que pour la DIMINC. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les discours sont toujours... évidemment, il y a plusieurs valeurs, on va en parler, hein, les valeurs sont hiérarchisées et on n'attribue jamais qu'une seule valeur ou on ne reconnaît jamais qu'une seule ressource à un espace. Ensuite, on a donc évidemment les mineurs, pour qui le cric Pernod est surtout intéressant du point de vue de la ressource minérale. Les associations environnementales, pour qui en fait le cric Pernod présente 3 grandes ressources importantes du point de vue de la ressource en eau, du point de vue de la biodiversité, mais c'est également en fait un espace qui potentiellement est intéressant et sur lequel on pourrait développer il pourrait développer de nouvelles activités, des activités du type écotourisme, mais aussi des activités d'expertise, des activités de sensibilisation. Et enfin, un dernier groupe d'acteurs dont on a parlé dans l'actualité, qui est a priori des planteurs de cannabis installés sur le cric Pernod. Donc clairement, ça fait partie des seuls acteurs qu'on n'est pas allé enquêter parce que ça nécessite une méthodologie particulière. Enfin, on ne peut pas aborder tout à fait ces enquêtes de la même manière, qu'on n'a pas non plus les mêmes techniques que la police aussi pour mener des investigations, donc c'est un peu plus délicat. Mais on a quand même essayé de reconstruire quelles pouvaient être justement à partir des autres enquêtes, quelles étaient, pour quelles raisons et quelles valeurs ressources et valeurs ils voyaient dans le cric Pernod. Donc ce qu'il faut voir, c'est que pour eux, ça représente un espace qui est quand même isolé du reste, isolé d'un point de vue de la population, où ils peuvent mener une activité de manière plutôt discrète, tout en ayant un accès plutôt facilité à l'eau. Donc on est à travers la description de l'événement, on est allé voir progressivement d'abord les acteurs qui étaient impliqués directement dans la lutte contre l'incendie. Et puis, petit à petit, on a étendu nos enquêtes à l'ensemble des acteurs qui étaient impliqués, notamment sur les négociations, sur la définition des périmètres, entre la définition des périmètres Ramsar et des périmètres autour de la réserve technique provinciale. Alors, l'événement incendie du 12 au 23 janvier. Donc là, on va reprendre date par date, parce qu'en fait, c'est assez... des personnes qu'on a enquêtées avaient un souvenir très précis de comment s'est déroulé cet événement, et avec, au final, on va le voir, des récits un petit peu, des désaccords en fait sur la manière dont tout ça s'est déroulé. Ce qui est intéressant aussi à avoir en tête, c'est que l'incendie du cric Pernod, c'est un événement qui a été important du point de vue du déploiement des moyens humains pour lutter contre l'incendie, un peu à l'image de l'incendie de la montagne des Sources, puisqu'il y a eu mobilisation de nombreux bénévoles. Mais aussi, c'était un événement original, un incendie original, dans le sens où c'était un type de feu très particulier, puisqu'il était sur zone humide. Et plusieurs fois, on nous a dit qu'il fallait lutter sur un feu sur l'eau. Et donc, techniquement, c'était aussi particulièrement original, et avec des savoirs aussi associés à comment est-ce qu'on lutte sur ce type de feu, un petit peu différents selon les acteurs. Donc, tout d'abord, le feu a débuté, donc l'alerte a été lancée le 12, quasiment en même temps par les pompiers d'IAT et les agents de l'INDAV, qui étaient à ce moment-là, donc des services techniques provinciaux, qui étaient à ce moment-là donc sur le site de la NETCHA, et d'où ils ont pu observer le début de l'incendie. Donc ils ont contacté les pompiers de IAT, qui eux se sont a priori rendus sur la zone, mais n'ont pas envoyé immédiatement des moyens des moyens de lutte contre l'incendie, parce qu'ils étaient impliqués. Donc on était en pleine période avec beaucoup d'incendies. Et donc en même temps, il y avait un incendie à Ounia qui menaçait notamment des civils et des habitations, et donc qui était considéré comme étant prioritaire pour l'action des pompiers de IAT, et qu'en même temps, il y a eu un accident de la circulation ce jour-là. Mais néanmoins, ils demandent donc l'intervention
d'un HBE auprès de la sécurité civile. Donc le premier HBE est envoyé le 13 janvier dans la matinée. Le feu est déclaré éteint en fin de journée. Une nouvelle alerte est déclenchée dès le lendemain. Au final, la sécurité civile envoie de nouveau un HBE pour éteindre le feu pendant la journée du 15. Il y a un survol de reconnaissance qui est effectué au final par la sécurité civile, les pompiers de Païta, la Pican, le VVF. Donc la mobilisation vraiment commence à prendre de l'ampleur et l'incendie prend aussi en termes de superficie beaucoup d'ampleur. Et donc là, lors de ce survol, la décision est prise par la sécurité civile et le représentant de la Pican de demander le déclenchement du niveau 2 du plan Orsec. D'abord auprès de la mairie d'Yaté et puis auprès du Auxerre. Le plan Orsec 2 est déclenché par le Auxerre la même journée, donc du 16 en fin d'après-midi. Le jeudi 17, des moyens supplémentaires sont à ce moment-là dégagés. Donc là, cette fois-ci, les pompiers du Mont d'Or qui interviennent, les volontaires civils qui sont mobilisés très largement, plus de 35 bénévoles qui appartiennent au réseau de mobilisation, notamment du VVF, qui était aussi intervenu à l'époque, on s'en souvient, donc sur la montagne des Sources. Et tout le monde intervient donc à ce moment-là sous le commandement du chef de corps des pompiers de Païta. Donc on voit il y a Païta, le Mont d'Or, etc., qui est du niveau des pompiers qui interviennent. À la fin de cette journée-là, le feu est déclaré comme étant circonscrit. Donc la société civile se désengage. Malheureusement, le feu reprend de plus belle le 19 janvier. Donc on voit, techniquement, c'est vraiment très, très, très compliqué avec de plus en plus de gens qui s'impliquent et le feu qui n'est pas contrôlable. Ce n'est que plus tard qu'une nouvelle journée de mobilisation intense est organisée, avec cette fois de nouveau tous les moyens supplémentaires. Cette fois-ci, tous les pompiers du Mont d'Or, de Yaté essaient de travailler ensemble. Il y a des moyens terrestres qui sont développés, l'envoi de moyens héliportés par la sécurité civile. Et dans les témoignages, ce qui ressort, c'est que tout le monde essaye bien de lutter donc contre ce feu, mais avec des désaccords sur la manière d'intervenir, à quel endroit il faut se placer, etc., où est-ce que l'hélicoptère doit intervenir. Donc pas mal de désaccords de ce point de vue-là. Et au final, le feu sera déclaré éteint seulement le 24 janvier, donc 12 jours après la première alerte. Alors, du point de vue de l'analyse là qu'on souhaite, de la réflexion qu'on souhaite mener, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet événement, il a généré une première arène d'acteurs, qui est l'arène incendie. Et dans tous les entretiens qu'on a menés, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde reconnaît, accorde une valeur environnementale forte au Cric Pernod. Mais c'est pendant l'incendie, on se rend compte que les gens vont hiérarchiser et donner plus ou moins d'importance à cette valeur environnementale. Et c'est visible notamment dans la manière de justifier l'intervention dans l'incendie. Donc on a deux blocs d'acteurs sur cette intervention dans l'incendie. D'un côté, la mairie d'Yaté et les pompiers d'Yaté qui vont avoir une intervention qui va être qualifiée ou en tout cas perçue comme étant un petit peu tardive et pas forcément correspondante aux attentes du deuxième groupe d'acteurs, donc qui est composé donc plutôt des agents techniques de la province sud, des associations environnementales, les bénévoles, une partie donc de la sécurité civile. Et ce qui est intéressant, donc tout le monde reconnaît les valeurs environnementales, mais en fait pour donc la mairie d'Yaté et ses pompiers communaux, ce sont objectivement du point de vue des compétences, c'est les acteurs qui doivent intervenir en premier lieu sur les incendies. Et en fait, ce groupe d'acteurs s'est retrouvé en désaccord avec l'autre groupe, en ayant l'impression de perdre la main sur les opérations avec le déclenchement du plan Orsec. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas les désaccords sur l'intervention. Mais c'est ce que ça veut dire par rapport aux hiérarchies de valeurs. L'intervention tardive de la mairie donc, et des pompiers d'Yaté, ça reflète plutôt, en fait, pour eux, c'est l'importance à ce moment-là
dans cet événement-là, l'important, c'est une valeur qu'on peut qualifier de politique, c'est-à-dire, en l'occurrence, leur souveraineté ou leur capacité à maîtriser et à agir sur ce territoire, qui à ce moment-là est supérieure à la valeur environnementale que ces mêmes acteurs accordent pourtant au cric Pernod. Alors que à l'inverse, c'est la valeur environnementale qui prime, donc pour tous les autres acteurs, donc je répète, DIN, Province Sud, associations environnementales, bénévoles. C'est la valeur environnementale du cric Pernod qui prime avant toute chose et qui justifie l'action, qui justifie la mobilisation rapide et de grande ampleur dans la maîtrise de l'incendie. La valeur environnementale devient supérieure alors à cette valeur politique et de souveraineté. Et dans les récits, quand on dépasse, donc après quand on nous parle du feu qui est enfin éteint, dans les récits c'est très net, il y a comme un soulagement quand le feu est enfin éteint et que tout le monde se rend compte qu'au final il y a d'autres acteurs et d'autres valeurs associées à cet espace. C'est la valeur minière du cric Pernod, c'est-à-dire qu'au final, c'est une réserve technique provinciale, alors qu'il y a eu plusieurs jours de lutte contre justement cet incendie. Et donc l'émergence de cette valeur minière à travers donc la définition, la mise en réserve technique du cric Pernod et à côté la signature donc de Ramsar. Justement, quand on le prend dans le récit, donc après, on a de nouveau les controverses sur le fait de ne pas avoir inscrit Ramsar de ne pas avoir inscrit le cric Pernod dans le périmètre Ramsar. Ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que, au final, c'est une arène qu'on a appelée l'arène de non-inscription Ramsar. Et que les acteurs qui sont impliqués de près ou de loin dans cette négociation du périmètre, entre le périmètre Ramsar et le périmètre de la réserve technique, on retrouve toute une partie des acteurs qui étaient impliqués dans la lutte contre l'incendie. Notamment la mairie d'Yaté, là encore les services techniques provinciaux, les associations environnementales, d'autres experts dont on n'a pas trop entendu parler, qui sont moins impliqués dans la lutte contre l'incendie, mais c'est les experts scientifiques, notamment du Muséum national d'histoire naturelle, qui, pour eux, en fait, reconnaissent tous la valeur environnementale du cric Pernod. Et de l'autre côté, donc plutôt la présidence de la province sud à l'époque, une partie des associations environnementales et les mineurs qui, eux, souhaitent justement que, malgré la valeur environnementale du cric Pernod, il soit plutôt mis en réserve technique et donc mis en dehors du périmètre Ramsar. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les acteurs qui, pendant l'incendie, hiérarchisaient pas les valeurs de la même manière sur cet espace-là, quand il s'agit de légitimer ou d'expliquer leur position par rapport au périmètre Ramsar et réserve technique, ces acteurs-là qui étaient en désaccord sont d'accord et reconnaissent l'importance de la valeur environnementale, notamment du point de vue de la ressource en eau et du point de vue de la biodiversité, et qu'elle devrait être supérieure à la valeur économique. Donc ils sont, on va dire, déchus par l'exclusion de Pernod du périmètre Ramsar, alors que pour les autres, c'est la valeur économique en termes de ressources minières qui doit primer. On a même des associations environnementales qu'on voit des deux côtés, mais qui ne portent pas les mêmes hiérarchies de valeurs. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'après, dans la négociation, il y a des registres argumentaires qui vont être différents. Pour une partie des associations environnementales qui n'ont pas forcément été associées directement à la négociation, au final, elles ont, même si elles reconnaissent que ça devrait être théoriquement la valeur environnementale qui devrait primer sur la valeur économique, elles acceptent au final le découpage avec l'espoir à terme
de pouvoir renégocier la frontière en expliquant qu'ils vont continuer à produire du savoir, notamment scientifique, et continuer à créer des alliances avec les scientifiques à l'échelle internationale pour essayer de justifier de l'importance en termes de biodiversité de cet espace, alors que pour d'autres, ont une approche beaucoup plus pragmatique qui va être de dire on donne Pernod à la mine, quelque part on sacrifie Pernod à la mine en échange de la conservation de tout le reste de la plaine des lacs. Donc on voit bien qu'on a une géographie des valeurs qui est en fait une sorte de compromis spatial qui peut être à terme renégocié par tous ces acteurs qui gravitent autour du cric Pernod. Voilà, donc l'acceptation de mettre Ramsar sans Pernod, donc les différentes postures de ces acteurs. Un petit point de conclusion donc, sur ce cas-là. Donc, par rapport donc, à ça, ce qui est intéressant, donc, on le redit, dans le processus de mise en politique de la nature, ce qui est intéressant de voir dans ce cas-là, c'est on voit comment est-ce que les acteurs au niveau local, micro-local, réutilisent, mettent en récit certains événements pour et assemblent différents savoirs, valeurs, normes pour faire valoir ce qui est le plus important sur un espace naturel. Autre élément important, c'est qu'on voit qu'on n'a jamais un événement isolé. Et on va le voir, c'est très important autour de l'exploitation minière, parce que là, on est avant l'exploitation minière. Mais on se rend compte qu'on a un enchaînement, un entrecroisement de chaînes d'événements entre l'incendie, la mise en place des dispositifs, des différents dispositifs environnementaux, toutes les controverses minières. Et on voit comment, avant une exploitation minière, comment on passe d'une géographie des valeurs qu'on peut qualifier de diffuse, c'est-à-dire que tous les acteurs qui gravitent autour de Pernod, notamment, je pense aux populations locales, mais également les associations environnementales, vont associer certaines valeurs donc, à cet espace, à une spatialisation administrative d'une plus cadastrée, beaucoup plus bornée, beaucoup mieux définie, on passe d'une géographie diffuse à une spatialisation administrative qui est au moment de la signature, donc notamment de Ramsar, qui est un compromis spatial qui pourra toujours être à terme renégocié, notamment selon les savoirs qui peuvent être produits sur cet espace-là. Donc, voilà. Donc voilà, on passe d'une géographie diffuse à une spatialisation administrative. Oui, et ce qui est important, c'est de voir, on a plein d'acteurs qui apparaissent, qui s'impliquent dans le processus de mise en politique, mais et des acteurs qui sont peut-être parfois moins impliqués à certaines étapes, mais qui potentiellement voient toujours une possibilité de renégocier. Et ça veut bien dire que quand on a un phénomène de mise en application d'un dispositif, les choses ne sont pas forcément fixées dans le marbre, mais qu'il y aura toujours une tentative de renégociation. Et donc c'est important d'avoir en tête les différents acteurs en présence et les différentes valeurs en jeu. Merci. Donc pendant qu'il y avait le feu à Yaté, il pleuvait à Thio. C'était au même moment quasiment. Donc je vais faire un peu pareil, c'est-à-dire que je vais dérouler les fils d'un premier événement qui va croiser et rencontrer d'autres événements. Le point de départ, donc, c'est deux événements pluvieux en début 2013, dont vous vous souvenez très, très probablement. En janvier 2013, c'était le cyclone Freda, et puis il y a eu un deuxième événement pluvieux extrêmement violent en juin. Donc à 6 mois d'intervalle, il y a eu deux grosses pluies qui normalement interviennent plutôt tous les 10 ans que tous les 6 mois. Donc ça a créé des dommages
environnementaux très forts, des glissements de terrain, des inondations. Il y a pas mal de maisons qui ont été vraiment inondées très très fortement. Et ce qui s'est passé, c'est que les habitants de Thio ont exprimé spontanément et extrêmement rapidement un espèce de ras-le-bol qui s'est dirigé, là encore spontanément et directement, contre les entreprises minières et essentiellement la SLN, qui est l'entreprise quasi hégémonique à Thio depuis très longtemps maintenant. Alors ce qui est intéressant... Ah oui, peut-être il faudrait que je repasse sur... What the fuck. Voilà. Pardon. S'égare. Donc voilà, 2 événements pluvieux, un ras-le-bol, une mobilisation très forte des gens qui se sont tournés directement contre la mine et qui ont bloqué les entrées des sites miniers et aussi le wharf qui permet l'exportation du minerai. Alors ce qui n'est pas inintéressant déjà à constater, on y reviendra, c'est qu'il y a 2 gros sites miniers historiques à Thio, c'est le camp des Sapins et le plateau, qui sont des sites SLN, mais il y a aussi la Somicat, qui est une mine kanak, qui est née dans les années 2000 à la suite d'un conflit entre les populations kanak de Thio et la SLN. Et cette mine a été bloquée comme les autres. Donc ce n'était pas simplement la SLN, c'est la mine en général qui faisait vraiment l'objet du ras-le-bol des populations, même si on pouvait très bien constater qu'il y avait certains endroits où les dégâts n'étaient pas directement liés à la mine. Il y a d'autres endroits où ils l'étaient manifestement. Donc voilà, blocage des mines. Les gens, selon un processus qu'on a déjà observé dans pas mal de conflits, ont écrit un cahier de revendications. Ils ont constitué un collectif qui d'emblée a été un collectif qui s'est revendiqué comme étant interethnique à l'échelle de la commune, c'est-à-dire que c'est l'échelon communal qui est l'échelon déterminant. Il y a eu des négociations, etc. C'est la signature d'un protocole d'accord donc entre les différentes institutions, c'est-à-dire collectif, mairie, province sud et SLN et gouvernement, avec un système de suivi qui s'est mis en place à partir de là. Et la mobilisation, le cahier de revendication et l'accord qui a été signé tournaient autour des questions environnementales, à savoir tout ce qui tourne autour de la maintenance environnementale face aux dégâts ou aux dommages créés par l'industrie minière. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi créé de la production institutionnelle en quelque sorte. Le collectif s'est transformé en association, l'association Chavarois, donc un terme qui renvoie à une notion de maison commune en fait. Il y a eu la création d'une ESS, donc une société actionnariat simplifié, un peu sur les modèles qui ont été mis en place pour la sous-traitance du côté de Goro et de Vavuto. Cette entreprise n'a pas véritablement vu le jour, mais l'idée c'était là encore de construire une réponse institutionnelle, entrepreneuriale aussi à la SLN, face à la SLN, pour prendre en charge les différents chantiers qui pourraient être mis en place. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'à partir de là, on peut raconter l'histoire de différentes façons en fait. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu évidemment de suivi, un enjeu de suivi technique, un enjeu aussi administratif, mais il y a eu un autre enjeu qui s'est mis en place très très rapidement, à savoir un enjeu en quelque sorte d'intégration à la dimension communale. C'est-à-dire ce qu'on a demandé à la SLN, c'est aussi de participer à la vie de la commune en étant une bonne citoyenne, on y reviendra. Ça renvoie à la question de la responsabilité, où elle se situe, qui l'attribue, qui la définit. Donc voilà, 2 façons de raconter l'histoire de ce qui s'est passé à partir de cette mobilisation et par la suite. C'est une façon très technico-administrative en termes de suivi, de curage des criques, etc. Et puis une autre façon beaucoup plus politique en termes de qui participe à quoi en quelque sorte et qui est responsable de quoi. Alors tout ça, évidemment, ça s'est passé dans une espèce de mouvement collectif très très fort, très consensuel par certains aspects, mais ça n'empêche pas qu'il y ait eu certaines lignes de clivage qui ont pu émerger. Bon, la première, c'est celle qui est constitutive du conflit en lui-même, à savoir les habitants de Thio face à la SLN, et j'aurais dû mettre face à la SLN plus la mine en général, puisque une fois de plus, la Somicat était visée aussi, elle a été bloquée au même titre que les sites SLN. Donc l'idée d'un collectif interethnique. En même temps, dans les négociations qui ont eu lieu à partir du moment où le protocole d'accord a été signé, il y a eu des clivages infra- ou intra-communal, à savoir l'idée d'une ESAS à l'échelon communal a été contestée par certains membres de certaines tribus qui avaient déjà leur propre entreprise ou qui considéraient que c'était le moment de la créer et qui considéraient aussi que par rapport à certains dommages environnementaux, certains curages de criques, etc., comme ça situés près de chez eux, c'était à eux de le faire et certainement pas à un collectif plus large au niveau communal.
Ce à quoi, évidemment, certains membres du collectif ont répondu en faisant valoir des arguments aussi d'antériorité, etc. Qui a assis qui à tel endroit. Donc là c'est rejoué aussi l'histoire des antériorités entre différents clans au sein de Thiaume. Donc voilà, il y a eu quand même aussi des clivages internes qui ont été résolus, en fait, petit à petit. Et puis une dimension générationnelle, je ne vais pas l'approfondir parce que je n'ai pas suffisamment enquêté pour avoir des billes un peu sérieuses, mais de façon très, très claire, il y a eu tout un discours, alors qu'il y a parfois un discours le discours classique, stigmatisant contre la jeunesse, qu'on ne peut pas contrôler, qui est radicalisée, etc. Mais ce n'était pas inintéressant de voir à quel point cette jeunesse soi-disant incontrôlable et radicalisée était sur une posture effectivement un peu différente. Et en enquêtant, on s'apercevait que ce n'était pas simplement l'occasion qui ferait le larron. Il y avait aussi des postures politiques par rapport à la question environnementale et par rapport à la mine qui faisaient des différences assez nettes entre générations, plus aussi un enjeu de pouvoir entre générations qui s'exprime à Thio à chaque fois qu'il y a un conflit, en fait. Donc ça, c'est ma petite ligne événementielle à partir de mes grosses pluies. Elle va venir croiser d'autres chaînes d'événements, pour partie récentes. Alors la première, c'est toutes les procédures nées de la mise en place du Code minier de 2009, avec toute une mise en place de techniques de régularisation des sites miniers. L'idée, c'est que les mines qui sont déjà existantes doivent mettre en place des plans d'aménagement, des plans de gestion qui incluent la période post-exploitation. Donc voilà, les sites miniers petit à petit ont subi cette procédure de régularisation, donc c'est vraiment une contrainte juridique express. L'idée, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux questions de temporalité, là, on rentre dans une temporalité un peu plus longue, à savoir celle de la durée de l'exploitation et de ce qui vient après, donc les enjeux de la restauration. Donc ça croise complètement aussi d'emblée les enjeux qui étaient constitutifs du conflit de 2013. En même temps, ça entraîne des effets de technicisation, juridicisation des procédures qui sont très complexes à gérer du point de vue d'une commune en particulier. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le maire se retrouve avec un espèce de dossier qui mesure à peu près 20 cm de haut et qui doit traiter techniquement. Donc d'une part, il n'a pas le temps et d'autre part, il n'a pas les compétences. Donc c'est compliqué. Donc cette capacité de réponse des autorités locales par rapport à ces procédures, c'est déjà un premier problème. Et ça crée aussi, on le voit à différents endroits, ça crée aussi l'émergence, ou ça crée un marché en quelque sorte pour des bureaux d'études, des consultants qui vont pouvoir gérer aussi ce moment-là et qui vont être invités justement à traiter le dossier par la mairie, là très clairement à Thio comme à Yaté, en fonction d'accointances politiques évidentes. Je ne rentre pas dans le détail. Alors ce qui est intéressant, c'est que la gestion de ces procédures, donc ça se fait au sein, entre autres, donc ça passe par différents échelons administratifs, mais ça passe par la commission minière communale, qui elle-même est un segment de l'arrêt minière, tout le monde n'est pas là. Les coutumiers sont de façon assez étonnante peu présents, mais par ailleurs, le bureau d'études consultants sont eux-mêmes au contraire très présents, et il y a cette dimension technico-juridique qui fait qu'il y a un espace pour eux en fait. Ce qui envoie à des questions de participation. Or, les principes de participation sont affichés de plus en plus dans les documents juridiques, et en particulier en lien avec la charte environnementale, etc. Et là, la participation des populations, manifestement, est quelque chose d'extrêmement limité, en fait. Alors, cet aspect-là, donc cette chaîne d'événements liés au code minier, à la mise en place des procédures de régularisation des sites miniers, croise notre collectif au sens où le collectif va se saisir de cette opportunité pour essayer de faire passer un certain nombre de procédures, de mesures techniques et d'engagement de la SLN à mettre en place ces mesures techniques. Donc il y a un usage opportuniste, stratégique de cette procédure par le collectif, que je trouve extrêmement intéressante, qui a été relativement efficace. Et puis à côté de ça, il y a une autre chaîne d'événements, c'est le redémarrage de l'exploration minière, pas au centre de Thio, mais plutôt sur la zone de ce qu'on appelle la côte oubliée. Donc c'est pas juste sur Thio, c'est Thio et Yaté. Avec toute une série de... Alors c'est pas des campagnes d'exploration, d'ailleurs elles n'ont pas démarré, mais les entreprises minières voudraient redémarrer de l'exploitation dans la zone de Borandi et sur la côte oubliée, sachant qu'à Borandi en particulier, donc le district au sud de Thio, il n'y a plus d'exploitation minière depuis les années 80-82. C'était essentiellement des petits mineurs qui exploitaient, ça s'est terminé de manière souvent extrêmement conflictuelle, et depuis 30 ans, donc il n'y a pas d'exploitation minière sur cette zone-là. Alors, fin 2013, il y a eu toute une série de réunions qui se sont mises en place dans les différentes tribus de la côte, réunissant
plusieurs entreprises minières, d'ailleurs à la demande des tribus locales, elles voulaient surtout éviter que chaque mineur arrive avec sa proposition de manière séparée. L'idée, c'était plutôt qu'ils arrivent de manière un peu groupée pour qu'ils puissent présenter leur projet d'exploration, etc. Ça ne s'est pas fait systématiquement comme ça. Il y a eu, donc, c'est pour ça que j'insiste aussi sur l'hétérogénéité. Il y a eu des contextes un peu institutionnels, des formes de participation, des lieux de réunion un peu diversifiés. Et côté exploitant minier, ce qui n'est pas inintéressant, c'est d'observer qu'en fait, ils allaient un petit peu au-delà de ce que, là, pour le coup, la contrainte juridique leur demandait. Donc, bon, évidemment, ils avaient des objectifs de conservation de certaines concessions minières où il faut faire de l'exploration pour continuer à garder le titre. Il y a des enjeux de recherche de minerais. Pour certains petits mineurs, il y avait aussi un enjeu d'obtention d'une première concession. Donc, il y avait les enjeux étaient différents en fonction des entreprises. Et puis d'autre part, on a d'un côté la procédure réglementaire, de l'autre côté l'idée ce qu'on appelle le permis social d'opérer ou le permis social d'exploitation. C'est l'idée que les entreprises minières, au-delà de la contrainte juridique, font l'effort d'obtenir un acquiescement des populations locales à l'exploitation. C'est de l'intérêt bien compris au sens où ils savent très bien que s'ils vont contre les populations, ils risquent quand même d'aller au-devant de gros ennuis ou de conflits, en tout cas de blocages, donc de perte d'argent évidemment pour eux. En même temps, il y a un jeu là-dessus qui est très très ambigu parce que les gens demandent, dans les réunions, c'était très très clair. Il y avait une demande des gens qui était, mais bon, vous nous demandez notre avis, mais si on dit non, vous faites quoi? Et c'était intéressant d'observer à quel point les réponses des mineurs étaient quand même extrêmement ambiguës, voire variables au cours de la même réunion. Et puis, on a des gens qui jouaient des rôles d'intermédiaires, en particulier certains bureaux d'études qui étaient un peu à l'interface entre entreprises minières et population locale. Parfois, ce n'était pas l'entreprise minière elle-même qui venait, c'était plutôt des bureaux d'études mandatés par l'entreprise. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a au fond une autre chaîne d'événements qui réactive la mémoire, une mémoire très récente, ça c'est quand même très très frappant aussi, de l'exploitation minière des années 70, où les gens ont quand même le souvenir très très net, d'une part, d'avoir été soumis à des conditions extrêmement peu transparentes de la part des petits mineurs. Ça a été très conflictuel. Et la mémoire, elle est extrêmement vive. C'est-à-dire qu'il suffit d'arriver sur place et de commencer à discuter un petit peu des enjeux miniers pour que directement les gens se mettent à parler de ce qui s'est passé avec tel ou tel petit mineur, plus les gendarmes quand ils intervenaient, ce qui est arrivé plusieurs fois, à la fin des années 70, début des années 80, avant les événements. Donc. Et on voit bien en même temps que c'est extrêmement compliqué de mettre en place une action collective qui soit vraiment... qui mobilise réellement l'ensemble des tribus. Ça a été des moments complexes, mais mine de rien, c'était aussi une façon de faire valoir l'idée d'un consentement libre, préalable, éclairé. Parce qu'on n'est pas dans une situation en Nouvelle-Calédonie, c'est compliqué cette affaire de consentement préalable, parce qu'il y a de la mine depuis 130 ans, donc on n'est pas à un temps zéro de l'exploitation minière. Par contre, s'il y a eu un arrêt de la mine pendant une durée suffisamment longue, comme dans le cas de Borindi, là, on se retrouve dans une situation un peu analogue à celle où il faut réobtenir un consentement de la part des populations locales. Voilà. Et par ailleurs, donc notre pluie, celle dont on parlait au début, elle a croisé aussi des chaînes de mémoire et d'événements plus anciens qui sont réactivés à ces moments-là. Ce que j'ai dit pour la question de l'exploitation minière ou de l'exploration minière à Borindi, où d'un seul coup ça réactive la mémoire de ce qui s'est passé il y a 30 ans, on le retrouve de façon encore plus frappante. Il y a quelque chose autour de la longue durée de la présence de la SLN qui a toujours... Avant l'émergence un peu de dispositifs administratifs un peu plus conséquents, c'est-à-dire par les années 70, on va dire, pour la commune, la SLN a vraiment joué un rôle de substitut d'État, en fait. Les infrastructures publiques, etc., étaient mises en place en fait par la SLN. Donc cette longue durée de la fonction un peu para-étatique de la SLN, elle est très présente dans le paysage. Elle fait partie de ce point de vue-là aussi du paysage. Il y a une entrée du monde kanak dans la cité civique économique, la fin de l'indigénat, et ça aussi c'est très présent. C'est petit à petit, le monde kanak s'est saisi de la mine en quelque sorte en travaillant dedans, et aussi en se saisissant de positions politiques. Toute la série des conflits des petits mineurs qui concernent la zone de Borindi, dont j'ai déjà parlé. Et puis, il y a deux choses. Il y a les événements donc, des années 80. Ce qui est intéressant, c'est que les événements sont un moment qui est très paradoxal à Thio, c'est-à-dire qu'à la fois le siège de la SLN a mal fini, et en même temps, la question minière n'était pas forcément au centre du débat. C'était une espèce d'effet collatéral, on va dire. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que la question minière n'était pas centrale. Par contre,
il y a un conflit qui a été requalifié conflit des coutumiers, alors c'est un terme un petit peu étrange, en 96, qui ressemble beaucoup au conflit de 2013, à la différence près, qui est une différence évidemment essentielle, que c'était un conflit qui réunissait l'ensemble de la population kanak de Thio, mais pas dans une logique interethnique comme en 2013. En revanche, il y avait aussi une façon dans cette construction de ce conflit des coutumiers de créer une espèce de consensus au sein du monde kanak. Et le fait de l'appeler conflit des coutumiers, ça évitait justement de faire valoir le fait qu'il y avait des différences entre des indépendantistes et en particulier le réseau des chefferies, qui est en gros le réseau clientéliste La Fleur, RPCR. Voilà. Pour finir, donc juste une petite conclusion partielle, un petit peu à la façon dont... Je parle trop. À la façon dont Séverine l'a fait, et donc Catherine va beaucoup mettre tout ça en musique de façon beaucoup plus systématique. Mais ce que produisent ces chaînes d'événements, ces conflits, etc., c'est d'une part des nouveaux acteurs. Il y a ce collectif, une association, il y a une SA... Pourquoi il me dit ça, lui ? Donc les événements créent des acteurs. Il y a l'émergence du monde des consultants en particulier que je trouve extrêmement intéressant. Il y a des nouveaux entrepreneurs, etc. Ça crée aussi des nouvelles alliances. C'est-à-dire ce discours, il a été récurrent à partir de 2013. Il est toujours récurrent. C'est l'idée que ce collectif est un collectif transethnique et que l'échelon, c'est la commune. Ça, c'est très très fort, très très fortement affirmé. On le voit à beaucoup de moments. C'est affirmé dans les interviews individuelles, c'est affirmé dans les moments de réunion, c'est affirmé dans les moments sur le terrain où justement viennent le Fonds Nickel, la SLN pour discuter des questions de réhabilitation environnementale, de curage des criques, etc. Et on observe vraiment des espèces de reconfigurations dans les alliances qui sont qui peuvent être un peu perturbantes. On voit de vieux caldoches main dans la main avec un leader autochtoniste USTKE, tous d'accord pour dire on est là pour les enfants de Thio. Enfin, il y a des moments qui sont assez intéressants de ce point de vue-là. En même temps, c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire qu'on a des stratégies d'action collective qui ne sont pas forcément toutes à cet échelon communal. Donc on l'a dit, il y a des moments de clivage aussi, il y a des segmentarités locales qui font qu'il y a une demande de monopoliser tel marché, par exemple, et là on n'est pas à l'échelon communal. Ce qui s'est passé sur la côte oubliée et sur la zone de Borindie, là aussi on n'est pas exactement dans la même logique communale, on est beaucoup plus dans une logique d'activation de réseaux claniques qui ne sont pas sur les frontières communales, avec les comités de suivi, etc. On a un dispositif qui est un peu différent, et ce que je trouve frappant, c'est d'avoir deux logiques d'action collective qui sont basées sur des territorialités vraiment différentes, quasiment au même endroit en fait. Et puis il y a un aspect qui est très 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 fort, là, que je n'ai pas développé, mais c'est l'aspect savoir locaux, c'est-à-dire à la fois il y a la question des mémoires locales, de l'entreprise minière, de ses effets, de ses dégâts environnementaux. Il y a des choses qu'il faut vraiment aller explorer parce que c'est extrêmement intéressant. Soit il y a des choses très fines et un peu inattendues dont on s'aperçoit. Ça se réactive dans la notion de consentement préalable libre et éclairé quelque part, face à des savoirs qui sont plutôt des savoirs administratifs et techniques. Et là, on voit bien aussi le jeu des bureaux d'études qui occupent une place de plus en plus forte. Et puis le dernier point, c'est l'aspect appartenance, c'est que quelque part, ce qui est demandé à la SLN, d'une part, la SLN fait partie de la culture locale en quelque sorte. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est très clairement ça. Le paysage culturel de Thio, il est fait de la SLN, entre autres. Ça pose des tas de questions. Ça pose des questions autour des frontières de la firme. C'est-à-dire que la SLN aurait tendance à vouloir considérer que ces frontières, c'est les concessions minières. Et les gens disent, non, ce n'est pas les concessions minières, c'est l'ensemble des effets sur l'ensemble de la commune. C'est même plus que ça, quelque part. Ce qui est demandé à la SLN, c'est d'être une bonne citoyenne. Il y a tout un discours des entreprises minières sur la responsabilité sociale environnementale, sur la citoyenneté d'entreprise, etc. Donc les gens de Thio prennent la SLN au pied de la lettre en lui disant ok, vous voulez être une bonne citoyenne, soyez une bonne citoyenne. Et dans ce cas-là, participez à l'ensemble de la vie de la commune. D'un certain point de vue, c'est ça qui est demandé. Et c'est une façon de mettre en place ces questions de responsabilité sociale et d'entreprise par le bas, en quelque sorte. Voilà. Je repasse la parole à Catherine. Merci. Donc, comme a dit Pierre, je vais essayer de mettre en musique et de systématiser un petit peu ce qu'on vient de décrire avec les deux études de cas. J'avais fait une introduction assez formelle en amenant les termes de normes, de valeurs, de savoir, et on va les rediscuter un petit peu maintenant.
Avant de rentrer dans ma première conclusion, dans notre première conclusion, pardon, c'est de remettre le point sur qu'il y a vraiment l'accent sur le fait qu'il y a vraiment des normes, des valeurs et des savoirs sur et à propos de l'environnement et de la question minière qui se confrontent et qui se négocient. Et la question de la négociation, elle a été abordée par Séverine comme par Pierre-Yves. Et l'enjeu de la temporalité, il est vraiment essentiel dans cette question de négociation, parce que ce qu'on négocie aujourd'hui peut être négocié demain ou dans 4 ans ou dans 6 ans. Il faut vraiment l'intégrer dans tous les processus de gestion de territoire qui sont mis en place. Et donc, dans cette confrontation de normes et de valeurs et de savoirs, elle est là parce que tous les acteurs qui ont été décrits par Séverine et par Pierre-Yves, ils ont des manières de concevoir le monde, de concevoir l'environnement, de concevoir le territoire, qui sont différentes. Et elles sont différentes selon les communautés d'origine, mais aussi selon les métiers, selon les lieux d'habitation, selon les engagements politiques, les engagements religieux, etc. On n'a pas des catégories très carrées, très fluides. À chaque fois, c'est des personnes singulières qui ont une série de casquettes et qui, selon l'arène dans laquelle ils se retrouvent, vont plutôt mettre en avant cet élément-là pour répondre à un problème qu'ils rencontrent à ce moment-là. Donc il y a toujours à ce moment-là qui est là, et je ne sais pas si on réécoute l'enregistrement, je pense qu'on a tous prononcé ces termes-là à tel moment, à ce moment-là, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc le premier point de conclusion, il n'est pas directement sur les résultats de nos analyses, mais plutôt sur une question méthodologique qu'on a construit au sein du programme avec les différents chercheurs des différentes disciplines que j'ai citées tout à l'heure, à savoir que l'événement avait un rôle pivot, et la mise en récit de cet événement avait aussi un rôle pivot qui permettait de comprendre les transformations des valeurs sur un lieu ou sur plusieurs lieux, puisque même la délimitation du lieu peut changer, comme l'ont décrit Séverine comme Pierre-Yves. Donc, et cet événement, il ne peut pas être compris seul, parce qu'à chaque fois, si on est rentré là par un événement, à savoir le feu pour Séverine et la pluie pour Pierre-Yves, à chaque fois, ça s'inscrit dans une chaîne événementielle et mémorielles qui traduisent des transformations dans la géographie des valeurs. Donc par chaîne événementielle et mémorielle, on entend, je reprends les propos de Pierre de tout à l'heure, qui disait l'histoire des antériorités, qui redisait ensuite après qu'il y avait des questions de réactivation de la mémoire. Et tout ça, on prend en compte tous ces éléments qui se sont passés avant, ces négociations dans lesquelles on a pu se retrouver avant, ou ces négociations dont on a eu connaissance mais on n'était pas acteur à ce moment-là et on le devient aujourd'hui, pour savoir quelle réponse apporter aujourd'hui au problème qui nous est posé, au problème qui nous est posé, pour faire assez simple. Donc voilà, l'idée c'était que toutes ces valeurs qui sont construites et qui se confrontent, elles sont réinjectées dans des processus de production des politiques publiques, qu'il s'agisse de la gestion du développement minier ou de la gestion de l'environnement, l'écologie, la conservation. On a employé un petit peu les termes d'environnement, écologie de manière synonyme là, quand on présentait. Et donc je tenais à le dire, parce que quand on parle d'environnement, ça peut être beaucoup plus large. Et là, on est vraiment sur la dimension écologique quand on parle de valeurs environnementales. Et donc ce résultat méthodologique, il montre en fait que l'analyse par l'événement et la transformation des géographies de valeurs que cet événement induit, ça nous aide, nous, en tant que chercheurs, à prendre de la distance sur les processus qui sont en cours, et ça permet de comprendre comment se construisent les politiques de la nature. Donc ça nous permet en fait d'avoir un positionnement relativement neutre. On n'émet aucun jugement sur qui pense quoi, à quel moment, qui conduit à qui est un acteur majeur à ce moment-là pour produire ce choix politique, etc. Mais on observe ça vraiment de manière neutre pour voir comment se transforment les valeurs des uns et des autres, les valeurs des groupes d'acteurs à ce moment-là. Donc ensuite, pour sortir de cette réflexion plus méthodologique, on va aller dans des choses un peu plus générales, on va dire, parce qu'aujourd'hui on
on en est à la construction d'un pays dans lequel il y a des politiques de la nature qui se construisent et qui sont discutées, négociées, appréciées, contestées. Enfin, on a vraiment tous les positionnements par rapport à ça. Cette construction du pays, elle doit se baser sur des héritages qui sont complexes et dans un contexte de ce qu'on a appelé en début, et puis on en a reparlé dans les présentations de l'un et de l'autre, dans un contexte de décolonisation qui est toujours en négociation. Donc l'héritage, il est constitué de la période précoloniale, de la période coloniale et de la reconnaissance de ses conséquences. La période de décolonisation négociée dans laquelle nous nous situons toujours, qui mène aussi à un transfert de compétences successifs, en fait, comme là on a eu récemment le transfert de la sécurité civile dont a parlé Séverine. Et donc, pardon. Voilà, donc c'est vraiment dans ce contexte-là que se construit le pays, et donc c'est important que chaque acteur soit conscient de ce contexte-là et puisse les intégrer dans ses arguments. C'est pour ça qu'on s'attache à les décrire, nous. C'est donc cette construction des politiques de la nature sur laquelle on s'est plus attardé aujourd'hui. Elles produisent de nouveaux acteurs, comme l'a dit dans sa conclusion partielle Pierre-Yves, et une reconfiguration des alliances. Donc ça, c'est un élément important. Je ne vais pas y revenir, parce qu'en fait, vous l'avez tous les deux bien abordé dans les deux conclusions partielles. Et cela conduit aussi à mobiliser, à transformer, à hybrider les savoirs, les valeurs et les normes des uns et des autres. Donc, comme je le disais ici, en Nouvelle-Calédonie, mais c'est le cas dans la plupart des pays du monde, aujourd'hui, on accueille à chaque fois et on doit articuler une pluralité de savoirs, de normes et de valeurs. Et donc les acteurs qui reçoivent, en fait, qui entendent les différents discours et donc qui les reçoivent, ils doivent développer en fait de nouveaux savoirs aussi, de nouvelles normes. Je dis ils doivent parce qu'au final, on est un petit peu contraint quand on joue dans différentes arènes de construire de nouveaux savoirs, de nouvelles normes et de nouvelles valeurs qui s'appuient sur des choses anciennes de nos propres cultures, de nos propres métiers, de ce que je décrivais tout à l'heure, mais aussi qui intègrent les nouvelles normes et valeurs qui arrivent. Et ça c'est nécessaire pour répondre aux transformations sociales et environnementales qui sont vécues et pour s'adapter aux diverses arènes de discussion et d'acteurs. Et pour revenir sur le terme de la construction des savoirs et des valeurs, c'est que les valeurs, en fait, elles sont, comme les savoirs, ils existent et ils ne sont pas nécessairement affichés à tout moment. Il y a des valeurs qui ne sont pas présentes à un moment, puis qu'à un moment, elles vont ressortir. C'est exactement ce qu'a décrit Séverine, comment l'incendie a produit, a permis a conduit certains acteurs à mobiliser de nouvelles valeurs qui n'étaient pas mobilisées au départ. Donc on distingue à chaque fois les valeurs qui sont existantes et les valeurs qu'on choisit de mobiliser dans telle ou telle arène. Et comme il y a j'en ai parlé de la temporalité. Et comme il y a de nouveaux acteurs, de nouvelles personnes singulières, comme je le disais, de nouvelles institutions, ça produit en fait, au-delà de la mobilisation, de la transformation et de l'hybridation, de nouvelles circulations de paroles, d'idées, de manières de penser la relation entre les hommes à propos de l'environnement. Et c'est des choses qu'on a essayé un petit peu de décrire là et qu'on continuera de décrire dans nos prochains travaux. J'en arrive en fait aux deux conclusions, qui sont deux petites phrases, on en est presque au bout. La première, c'est que la nature, elle est aujourd'hui à la fois un enjeu et un argument de négociation. C'est-à-dire que c'est un enjeu pour elle-même, la valeur écologique qu'on va défendre, etc. Mais ça devient aussi un argument dans des espaces de négociation pour gérer un territoire, pour construire une politique, qu'elle soit environnementale ou non, pour entrer dans une arène de négociation de développement minier. Donc elle a dépassé son rôle de... Enfin, elle devient un argument vraiment dans les négociations.
Et enfin, la seconde conclusion, c'est que les politiques de la nature et celles de l'appartenance sont vraiment inséparables. Je pense que là, c'est Pierre-Yves qui a le plus décrit cette articulation entre les politiques de la nature et les politiques de l'appartenance. Je le résumais en disant qu'en Calédonie, aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu permanent de reconnaissance, de légitimation, de négociation des savoirs, des normes et des valeurs qui sont mobilisés dans la gestion des territoires. Et si les territoires, les lieux, sont autant revendiqués ici, c'est qu'ils sont porteurs de multiples valeurs, écologiques, symboliques, économiques et politiques et bien d'autres. Et s'ils sont donc autant revendiqués, c'est parce que aussi les habitants cherchent à faire reconnaître leur identité et leur histoire qu'ils ont parfois le sentiment de perdre dans une construction avec énormément de communautés différentes, d'engagements différents, de métiers différents. Et donc l'enjeu qui est mis en avant par beaucoup, il est aussi de redéfinir les contours d'une identité qui est en constante mutation. Donc on dépasse vraiment la question environnementale et écologique quand on travaille sur des objets naturels ou sur des mises en conservation d'espace, de développement minier, pour aller sur des questions d'appartenance et des questions identitaires. Donc c'est un petit peu sur ça que je pensais conclure. Je vais vous remercier de votre attention et je vais repasser la dernière diapo pour peut-être qu'on continue la discussion et probablement que Pierre-Yves et Cérine auront un petit peu des choses à ajouter sur cette conclusion également. Bien, nous sommes donc arrivés à l'heure du débat. Il y a un micro de part et d'autre de la salle qui est disponible. Donc si vous souhaitez rebondir sur ces études de cas ou apporter un témoignage, n'hésitez pas. Bonsoir et merci pour cette présentation et ces deux cas particuliers. Je vais simplement revenir plus en forme de témoignage et puis avec deux petites questions à la fin sur l'incendie du Cric Pernod. C'était pas mal parce que pour moi ça a été aussi un moment très fort, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai été mobilisé en tant que adhérent à une association qui se préoccupe plus des oiseaux, qui avait débattu dans la soirée pour savoir qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, il y a une mobilisation, il y a un incendie qui a lieu. Et du coup, ça questionne vachement les valeurs aussi qu'on peut avoir vis-à-vis aussi de l'incendie. Et donc, je me souviens quand même le matin, avec ma petite Twingo, en train de me diriger vers le lac de Yaté, en me disant « Allez, tu vas aller lutter contre l'incendie. Ouais, super ». Et après, je n'ai aucune formation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper sur le feu. Il y a des pompiers, il y a des professionnels, je ne suis pas professionnel. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis parti faire ça? Et puis après, il y a plein de choses qui reviennent en se disant, tiens, quand on était dans les temps anciens où il n'y avait pas les bombardiers d'eau, il n'y avait pas les pompiers qui étaient présents, qu'il y avait un incendie quelque part sur une maison qu'il fallait défendre bien, on y allait, on prenait des seaux, on allait taper et on faisait les choses. Et donc, du coup, ça renvoie aussi sur des notions de valeur par rapport à différentes dimensions. Et cette journée a été un incendie très pédagogique. Très pédagogique parce que sur une journée, alors je ne vais pas être trop long parce que non, je pense que je pourrais en parler pendant presque une heure de cette journée, elle a été très intéressante effectivement sur tout le jeu des acteurs, sur les implications des différents acteurs, sur qui va prendre la décision, qui ne va pas la prendre, et puis aussi sur une notion qui est, quand on voit les incendies aux informations, qui d'ailleurs communiquent parfois en disant la saison des incendies est ouverte. Alors ça c'est un truc qui est quand même super, c'est comme si on avait une saison de chasse qui s'ouvrait. Donc ça pose aussi des vraies questions dans la communication, la perception par rapport à cette problématique du feu sur le territoire. Et toujours est-il que lorsqu'on est vraiment sur le terrain, aux côtés des pompiers, en train de lutter, on s'aperçoit effectivement de toute la dimension que ça représente en matière y compris de destruction de l'environnement et de la biodiversité. Alors, dans la liste de vos acteurs, il y a une des diapos, et c'est une question de curiosité, qui était les plantations de cannabis. Alors, est-ce que ça a été un épiphénomène, ou est-ce que ça a été aussi quelque chose? Parce que je me souviens au cours de cette journée, à un moment donné, on nous a dit, bon, alors les bénévoles, on va vous mettre là, ensuite après, on va vous transporter en hélicoptère pour aller continuer la lutte sur un autre secteur. Ah non, là, vous n'y allez pas, c'est une zone rouge. Alors, dans mes fantasmes, je me dis, c'est une zone rouge, il y aura des énormes flammes, donc effectivement, on ne peut pas y lutter. C'était peut-être une autre zone de désaccord qui était présente. Mais ça, c'est un autre élément aussi, je pense, qui est intervenu, et je ne sais pas s'ils ont fait l'objet aussi d'enquêtes
en matière de témoignage. Et pour revenir sur la question des chaînes événementielles, et pour rester sur la thématique de l'incendie, vous avez évoqué effectivement cette chaîne d'événementiel qui amène du coup un changement de perception ou une reconfiguration effectivement des valeurs qui y sont associées. Et ma question, elle est aussi par rapport à ce qui est la thématique des incendies, et en ayant tout le respect malheureusement pour les 2 accidents en question, au final, qu'est-ce qui amène le plus de prise en compte? Est-ce la personne qui est morte dans un accident de voiture contre un des camions dérouleurs, ou est-ce le pilote de l'hélicoptère bombardier d'eau qui est mort très récemment dans la lutte contre l'incendie? Et donc derrière ça, mon questionnement est, est-ce que dans l'évolution, dans les aspects de concertation, de perception de l'environnement et de prise en compte de l'environnement, est-ce qu'on ne passe pas uniquement que par des crises ou par des événementiels forts pour faire avancer et progresser le comportement de chacun? Par rapport à la question concernant la position des planteurs de cannabis spatialement pendant la lutte pour l'incendie, c'est vrai que là on n'est pas rentré dans le détail de l'ensemble des récits qu'on a pu collecter, mais il y a eu des désaccords, oui, en effet, de ce point de vue-là, on a bien senti, et c'est pour ça aussi qu'on l'a identifié dans les acteurs, dans la liste des acteurs qui accordent une certaine part de valeur et de ressources au Cric Pernod au départ. Mais on n'est pas rentré dans le détail, mais clairement dans les désaccords sur les récits, les différentes manières de nous raconter la lutte contre l'incendie, justement la manière d'intervenir autour de ces planteurs, et aussi de questionner dans quelle mesure est-ce qu'ils sont responsables ou pas. Enfin voilà, il y avait toute une nébuleuse en fait au final, et à la fois spatiale pendant la lutte contre l'incendie. On avait vraiment l'impression que voilà, ils étaient localisés, mais fallait pas trop les approcher, ou alors laisser. Enfin voilà, il y a tout pour le coup quelque chose un territoire très diffus et qui jetait encore plus de flou, et qui posait également de nouvelles questions sur la question de la responsabilité qu'on n'a pas du tout abordée, parce que c'était absolument pas l'objectif dans ce travail de recherche. Ouais, peut-être sur la deuxième partie de la question sur crise et politique. C'est vrai que nous, dans notre travail, on aborde l'événement de manière extrêmement neutre. Ce qu'on dit, c'est que quand il se passe des choses, et les événements qu'on prend en compte peuvent être d'ordre extrêmement divers, hein, comme on l'a vu, ça peut être un incendie, ça peut être une pluie très forte, mais ça peut être aussi une nouvelle régulation, une nouvelle norme juridique, ou juste l'arrivée d'un groupe de mineurs qui voudraient bien se remettre à faire leur métier dans telle ou telle zone. Donc les événements ne sont pas du tout jugés en valeur, mais ce qu'on observe, c'est que ça déclenche des tas de choses, et qu'en particulier, ce qu'on pourrait imaginer être quelque chose d'assez continu dans le temps, à savoir les valeurs que les gens attribuent à tel ou tel espace, on s'aperçoit à quel point ça peut être transformé, reconfiguré par ces événements. Mais après, ce que vous dites, c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a des types d'événements style crise ou conflit, peu importe comment on les appelle, qui sont générateurs de transformations politiques. Et la question qui va avec ce constat simple, c'est est-ce qu'il n'y a pas une tendance parfois à avoir un espèce de mode de gouvernance basé sur le conflit et la crise, c'est-à-dire d'attendre que les choses dérapent pour commencer à faire quelque chose. On le voit très très clairement dans les stratégies des entreprises minières. Historiquement, elles ont largement fonctionné comme ça. Là, c'est un petit peu en train de changer. Et le fait, par exemple, qu'on ait des nouvelles régulations minières qui obligent à se projeter sur une durée longue qui est celle de la post-mine, post-exploitation, ça oblige à faire un petit peu autrement. Mais c'est vrai que l'idée que le conflit soit un mode de gouvernance, c'est quelque chose qu'on observe extrêmement souvent, malheureusement. Je vais compléter aussi à ce propos, en ramenant la tortue dedans aussi. On avait énormément de sujets qu'on pouvait aborder aujourd'hui. On a dû faire des choix par rapport au temps. Mais j'ai travaillé sur la gestion de la tortue marine en Calédonie et sur son statut juridique actuel, et les incompréhensions et les difficultés que pouvaient rencontrer à la fois les agents de la province et les habitants des tribus, particulièrement les tribus d'Yaté où j'ai travaillé avec des collègues. Et là, on peut aussi parler, alors je ne pense pas qu'on puisse utiliser le terme de passer par des crises tout à fait, mais bon, après crise, on peut le définir de
de manière variable. Mais en tout cas, le fait de rencontrer des difficultés vous savez peut-être, ou vous savez peut-être pas, mais pour ici, donc il y a une dérogation possible pour les cérémonies coutumières de chasse à la tortue. Et il y a une procédure administrative qui s'est construite avec le Code de l'environnement, qui doit être suivie par les autorités coutumières afin de demander des autorisations de prélèvement de cette espèce qui est la tortue verte, qui est complètement intégralement protégée par ailleurs. Et il y a beaucoup de tensions en ce moment autour de cette procédure, aussi parce qu'elle est très peu claire dans le droit. Dans l'article de loi, c'est pour certaines cérémonies coutumières, des prélèvements peuvent être autorisés. Mais c'est très difficile de définir ce qu'est une cérémonie coutumière. Et donc, on est vraiment aujourd'hui dans un travail... Enfin, on n'y est pas encore, mais il est en train de se construire une transformation, une réflexion sur une transformation possible de cet article, parce qu'on est dans un moment de crise où il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et comme on est en même temps en construction du Code de l'environnement de la province des Îles, qui prend aussi exemple sur qui prend pas exemple, mais qui tient compte des difficultés qui ont été rencontrées par les uns et les autres dans la construction et la mise en œuvre de leur code, pour essayer de construire un petit peu autrement le Code de l'environnement d'aujourd'hui. Mais donc voilà, pour revenir sur la construction en fait de la politique publique et notamment le droit, mais il y a des juristes qui pourraient mieux parler que moi de ça dans la salle. C'est ces étapes, ces événements particuliers qui, à des moments, vont produire un questionnement, parfois une renégociation des termes et conduire à du coup une nouvelle politique publique. Donc voilà, je voulais ajouter ce petit point. Et je voulais compléter par rapport à la réponse qu'a apportée Séverine sur la question des planteurs de cannabis. Il faut prendre en compte en fait que c'est très récent cet incendie. Et donc c'est assez difficile aussi de travailler lorsque tout est encore très chaud dans les esprits. C'était pas un mauvais jeu de mots. Parce que c'est difficile de parler de certaines choses et de mettre... nous, on respecte toujours l'anonymat des personnes dans nos rendus. Et donc là, c'est peut-être un peu tôt pour travailler encore là-dessus, mais pourquoi pas dans 5 ans ou dans un peu moins, revenir sur cet événement et discuter à ce moment-là avec ces acteurs-là et peut-être d'autres aussi qu'on a manqué. On a vu 20 quelques personnes. Donc c'est vraiment un terrain très très récent, une réflexion très récente qu'on a pris le risque de présenter aujourd'hui et ça devrait être approfondi aussi par la suite. Voilà. On parlait de juristes à l'instant, est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient apporter complément d'information ? Bonsoir. Donc, je voudrais poser une question parce qu'il y a un aspect qui m'intéresse dans la notion de reconfiguration des alliances. Bon, moi, cela fait une quarantaine d'années que je suis sur le territoire et je me suis vraiment intéressée à la politique depuis 7-8 ans, politique sur le territoire, puisque par ailleurs, c'est une page d'histoire qui s'écrit dans cette phase de décolonisation négociée. Et j'ai pas assez de connaissances sur la politique métropolitaine parce que je m'y suis pas forcément intéressée de la même façon puisque je vis en Calédonie. Mais ce qui m'interpelle ici, et je me dis, est-ce que c'est ici ou est-ce que ça se passe ailleurs ou est-ce que c'est du moins en métropole? Ce qui m'interpelle énormément, c'est effectivement, même sur le plan politique, cette reconfiguration des alliances, c'est-à-dire, on l'a vu aussi dans différentes phases de l'histoire politique, en 2013, je crois, avec la démission du gouvernement Gomez à l'époque. Il y avait eu une alliance UC donc RIMP à l'époque. Là, avec les mineurs, on voit qu'il y a eu une alliance UC plutôt sud et avec les Républicains. Mais en fait, j'ai le sentiment, et je voudrais savoir si c'est spécifique au pays,
que quelque part, on peut être, qu'il y a des alliances comme ça qui se font et qui se défont, et que rien n'est, que les lignes politiques sont moins claires qu'en métropole. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, c'est la question que je me suis posée, que je m'étais posée avant. Et je me demandais si c'était pas une spécificité du pays qu'on le retrouve ici dans les politiques de la nature ou culturelles, ou est-ce que c'est partout ailleurs ou ça existe dans d'autres coins. Voilà, ça c'est l'anthropologue ou l'ethnologue que j'interpelle, quoi. Vaste question. Je ne me prononcerai pas sur la comparaison entre ici et la métropole, parce que c'est des situations extrêmement différentes. Ici, il y a une situation... si on est dans une situation de décolonisation négociée, ça veut dire que la colonisation n'est pas tout à fait finie. Donc on va dire que c'est une situation coloniale, pour faire bref. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des blocs qui, en termes de positionnement par rapport à l'indépendance, ne sont pas sur les mêmes idées et sur les mêmes trajectoires. Donc il y a une espèce de clivage qui est assez fort, et en même temps il y a des alliances aussi qui traversent ces deux blocs en fait, alors qui prennent différentes formes. Là je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ce serait, pour pas être caricatural, il faudrait y prendre plus de temps en fait, je pense. Mais ce qu'on voulait, donc il y a ça très clairement, et ça se retrouve par rapport à certains enjeux très clairs, très nettement définis, comme la question de la politique minière. On le voit très nettement. Enfin, très nettement. Il y a des choses qui ne sont pas si nettes que ça, mais globalement, on voit quand même des reconfigurations qui traversent les deux blocs indépendance, non-indépendance. On voit la montée d'un discours autochtoniste qui ne se situe pas sur le registre de l'indépendance. Au fond, c'est un autre registre politique. Donc voilà, ça c'est très net. Il y a ces lignes de clivage qui sont plus ou moins, qui se recoupent plus ou moins. Ce sur quoi on voulait insister peut-être, c'est aussi la question, mais là c'est à un échelon beaucoup plus local, c'est la question de du périmètre territorial de référence en fait des acteurs. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé à Thio, et je pense qu'il faudrait faire des comparatismes sur d'autres communes, et je pense qu'on trouverait des choses peut-être relativement similaires, mais c'est que l'échelon communal, qui est quelque part est un peu un échelon très oublié de toutes les réformes politico-administratives de l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, et cet échelon communal, il prend une consistance qui n'est pas forcément liée justement à des dispositifs de politique publique, mais bien plus à une espèce de construction d'une appartenance locale qui peut prendre des formes extrêmement paradoxales. C'est-à-dire quand j'ai dit que la question de la citoyenneté de la SLN était une question centrale dans l'arène politique à Thio, c'est ça, c'est que une part de l'appartenance locale, une part du paysage culturel local pour les gens de Thio, c'est la SLN. Que ce soit bien ou pas bien, que ce soit... voilà, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est une espèce de mariage qui s'est fait dans la durée et qui n'a pas vraiment été choisi au départ. Mais toujours est-il que voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir à quels échelons se construisent ces appartenances, ces clivages, ces reconfigurations politiques. Et à Thio, il y a ça. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est ce que j'ai dit, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a aussi des types de mouvements, d'actions collectives, de mobilisation qui suivent d'autres lignes, en fait, qui ne sont pas forcément cette ligne communale. Mais la mise en évidence de l'importance de l'échelon communal, ça, je trouve ça quand même extrêmement intéressant. Je ne réponds pas exactement à votre question parce que ce n'était pas possible, mais j'ai fait au mieux. Et du coup, je compléterai en allant un peu plus loin géographiquement en termes d'alliances, parce que la reconfiguration des alliances, elle se fait aussi entre, si je vais juste parler de groupes locaux, on va dire, pour pas dire associations ou groupes politiques ou autres, mais entre des groupes locaux et des groupes internationaux. Et ça, on le voit à Thio, à Yaté, à peu près partout en Calédonie. Et ça, c'est pas du tout quelque chose de spécifique non plus à la Calédonie. Dans tous les endroits où j'ai travaillé, en tout cas, les alliances entre le local et le global sont en grande reconfiguration depuis, je vais me risquer à dire, une vingtaine d'années. Ça peut dépendre selon les endroits, mais en tout cas, c'est très fort. Et on fait appel à ce qui se passe à l'international. On rentre ça dans nos discours, c'est ce dont je parlais au tout début, dans nos discours locaux pour défendre tel ou tel enjeu. On va aller chercher ce qui a été entendu dans tel groupe, ou parfois il y a des groupes d'échelle, de niveau, disons, international, qui vont être plus présents localement parce qu'il y a tel ou tel enjeu. Et donc là, ça fait partie vraiment aussi des reconfigurations. C'est pas uniquement une reconfiguration des alliances politiques, partis politiques, mais aussi à ces niveaux-là. Et ça, dans la réflexion sur les politiques de la nature, c'est vraiment essentiel de le prendre en compte, parce que on gérerait pas la nature ou l'environnement de la même manière si on était tout seul en Calédonie et qu'on n'avait pas le reste du monde qui disait des choses, quoi.
ou qui donnaient des idées. Y a-t-il d'autres acteurs comme ce monsieur tout à l'heure par rapport à l'incendie qui voudraient intervenir? Moi, j'aurais voulu savoir si, dans le cadre de vos enquêtes, vous aviez été tenté, de par votre vision globale, de suggérer, de conseiller certaines personnes sur une meilleure façon de procéder, sur une amélioration de ces politiques de la nature, et si éventuellement il n'avait résulté des tensions avec vos interlocuteurs. Je vais faire une première réponse, mais tout le monde aura peut-être quelque chose à dire. On peut être tenté, et je vais répondre juste pour moi là, parce que du coup, on n'a pas fait tous les entretiens ensemble, même si on en a fait certains tous les trois ensemble. On peut être tenté, mais notre travail de scientifique, il est vraiment d'avoir de l'empathie et de mener un travail d'analyse avec ce que raconte la personne. Donc, quand je parlais de la tortue, puisqu'on n'avait pas beaucoup parlé, et que Séverine m'a dit t'as pas parlé de la tortue. Quand je travaillais quand je menais des entretiens avec les agents de la province ou avec des acteurs des associations environnementales ou une autorité coutumière ou un pêcheur ou une femme qui me parlait toujours de cet objet-là, je leur disais toujours, moi aujourd'hui là, j'ai pas d'avis sur la question. Je vais pas dire il faut absolument tuer aucune tortue ou c'est bien d'en tuer. Je vais garder ce positionnement-là. Donc ça, c'est le positionnement dans l'entretien. Ensuite, parfois, on nous demande d'apporter notre expertise et d'entrer, notamment quand il y a des travaux qui sont menés à la demande des provinces, qui nous est arrivé à tous les trois. Il y a un moment de notre recherche qui est de la recherche fondamentale où on est en entretien, etc. Et il y a un autre moment où on va essayer de mobiliser nos analyses pour essayer d'appuyer, d'appuyer les politiques publiques, mais dans le sens, on va présenter les différents acteurs, les différents groupes d'acteurs, ce qu'ils pensent, quels sont leurs enjeux, et maintenant, face à ces enjeux écologiques et sociaux, à vous, décideurs politiques, de décider. C'est pas notre rôle. Donc, pour le moment, ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de trop grosses tensions, mais la vie est encore devant, on verra. Oui, c'est vraiment ça. L'idée, c'est ce type de travail, ça permet de lever le voile et d'éclairer, et justement pour aider à démêler un peu les fils. On voit de situations qui sont en plus souvent très complexes. Donc c'est un peu ça aussi l'intérêt de ce type de travail. Et c'est vrai que quand, on le voit aussi à l'IAC, et c'est vrai qu'on nous interpelle aussi assez souvent. De fait, oui, les gens nous interpellent sur oui, mais quand vous travaillez, par exemple, on travaille sur la roussette, sur les pratiques de chasse à la roussette, et on nous interpelle sur mais en même temps, est-ce que vous pouvez pas, pendant que vous essayez de comprendre comment est-ce que les gens chassent la roussette et quelle quantité et où, et de les sensibiliser à la pression de chasse qui a priori pourrait être considérée comme trop importante. Là, l'idée, c'est de répondre, mais attendez, déjà, on va regarder ce qui se passe, ce que les gens font, et puis d'autres situations ailleurs montrent que on pourra peut-être travailler sur de la sensibilisation, et ce sera peut-être pas à nous de le faire, mais de leur donner les billes pour voir comment justement aussi travailler sur cette sensibilisation, mais c'est pas à nous de la faire. Et après, dans les entretiens, en tout cas, moi je me souviens pour l'incendie du Cric Pernod, ce qui était intéressant, c'est qu'on était, quand on a présenté, on a dit que, quand j'ai dit que la mairie d'IAT, les pompiers d'IAT, la mairie d'IAT, et qu'au final, tout le monde, même il y a eu des accords sur la manière d'intervenir sur le feu, on a été interpellé très très vite quand on s'est intéressé à cette étude de cas. Tout le monde disait, mais vous allez montrer que que du point de vue de la biodiversité, d'un point de vue de la valeur environnementale, le Cric Pernod c'est très important. Votre travail il va aussi servir à ça. Et donc là, il fallait aussi, oui, mais déjà on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais en même temps, le fait de nous interpeller comme ça nous dit aussi beaucoup de choses sur justement la valeur environnementale qu'accordaient ces gens-là. Donc là, pour le coup, au Cric Pernod. Donc on est toujours dans cette tension-là entre à la fois
recevoir ce que nous disent les gens et en même temps continuer à prendre de la distance. Allez, c'est mon tour. Mais non, mais juste pour compléter, là, pas longuement, parce que l'essentiel a été dit, mais il y a aussi des contextes de recherche qui sont différents. C'est-à-dire que là, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est lié à un programme donc, qui s'appelle NERVAL, financé par le CNRT Nickel et son environnement, et qui est un programme opérationnel. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il s'agit de fournir des grilles de lecture, des grilles d'analyse, des outils un peu méthodologiques aux entreprises minières, aux collectivités, pour qu'elles arrivent mieux justement à éviter cette logique de la gouvernance par le conflit, et donc à mieux anticiper les conflits, à mieux les comprendre, etc. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Mais pour que cette démarche-là se mette en place, il faut faire la bonne recherche, parce que sinon on ne dira rien de très intéressant. Alors, je ne suis pas sûr qu'on dira de toute façon un truc intéressant, mais la seule chance qu'on puisse dire un truc intéressant, c'est d'avoir fait justement ce temps qui est un temps réel de recherche. Et ce que je trouve frappant en Calédonie actuellement, enfin depuis peut-être, en gros depuis l'accord de Nouméa pour faire bref, c'est que là il y a la possibilité de respecter le principe dont parlait Catherine au début, c'est-à-dire ce principe de symétrie qui veut qu'on aille enquêter tout le monde quand il y a un conflit ou dans simplement une situation où on a une arène ou un champ de force entre acteurs qui ne sont pas tous sur les mêmes positionnements, qui ont des intérêts différents, etc. Il y a la possibilité d'aller voir tout le monde sans être complètement encliqué, c'est-à-dire vu comme étant membre d'un parti ou d'un autre. Ce qui n'était certainement pas possible au début des années 90 et encore moins dans les années 80. Donc il y a aussi un contexte qui, de ce point de vue-là, c'est quand même détendu, on va dire. Bonsoir. J'avais aussi une analyse à faire par rapport à votre présentation. C'était très bien votre approche sur les deux cas pratiques et concrètes parce que ça nous a permis de mettre des images aussi et de mettre des mots et de plus comprendre ce que vous avez essayé de nous expliquer au niveau théorique. Parce que c'est vrai que la politique de la nature, l'environnement, ce n'est pas mon cas par exemple, ce n'est pas mon domaine. Mais ça m'a permis de comprendre à travers vos deux cas pratiques que vous avez présentés ce soir. Ce que j'essayais aussi de vous dire, c'est que ce que vous avez présenté ce soir était très intéressant parce que vous avez mis en avant les difficultés que nous rencontrons dans chaque conflit. Là, ce soir, vous nous évoquez un conflit dans le domaine de l'environnement, de la nature, mais ce que vous avez présenté comme grille de lecture ce soir, elle correspond aussi à tous les autres domaines de conflits qu'on peut rencontrer. Là, dernièrement, nous avons eu l'affaire des rouleurs, mais tout ce que vous venez de présenter ce soir, que ce soit des conflits de vision, des conflits intergénérationnels, des conflits politiques, des conflits de valeurs, ou ethniques peut-être, ou historiques. Mais ça répond à peu près à tous ces conflits que nous venons de rencontrer ici dans ce pays. Et ce que vous êtes en train de présenter ce soir, pour moi personnellement, c'est un outil de passerelle. Vous parlez de grille de lecture, mais pour moi, c'est un outil de passerelle pour tous les conflits que nous rencontrons ici en Calédonie. Et je trouve dommage que vos travaux ils ne soient pas démocratisés de plus largement possible. J'aimerais bien qu'on vous invite au congrès pour qu'on puisse entendre ce que vous avez à dire. Peut-être qu'on aurait eu moins de conflits actuellement. Je vous remercie. Un merci collectif là. Et on est partant peut-être pour aller au congrès si on est invité. Non, et puis c'est vrai qu'il y a un aspect sur le... Merci en tout cas pour l'intervention. C'est vrai que les grilles d'analyse qu'on propose, là on l'a fait fonctionner pour un type de conflit particulier lié à la question de la nature, mais en même temps, ce dont on s'aperçoit, c'est que les conflits sont forcément des moments qui vont faire se rencontrer des enjeux, des intérêts, etc., extrêmement diversifiés. Donc de toute façon, même si un conflit est autour d'un objet a priori défini, finalement, il va être utilisé par différents acteurs en fonction de leurs intérêts, de leur point de vue, de leurs objectifs, et que dans ce conflit-là qui aura
eu un objet circonscrit au départ, on va voir apparaître des tas d'autres enjeux, des tas d'autres. Donc les conflits sur la nature, ils ne sont jamais que sur la nature et ainsi de suite. Le conflit des rouleurs n'est pas qu'autour du roulage, par exemple, sans doute un peu, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce type de grille d'analyse, et le fait d'avoir une posture complètement ouverte et neutre par rapport aux différents points de vue des acteurs. Il y a vraiment tout un travail d'écoute aussi. Et en disant ça, ça me fait complètement oublier ce que je voulais dire autrement. Si, voilà, la passerelle. C'est vrai que le rêve un petit peu en sciences sociales et des anthropologues en particulier, mais les géographes aussi évidemment, c'est de jouer un espèce de rôle de traducteur, médiateur aussi. Le fait justement d'aller voir tout le monde, d'écouter tout le monde et d'essayer de retranscrire des points de vue hétéroclites, différents, de gens qui ne sont pas forcément toujours autour de la même table. D'ailleurs, c'est pas toujours la meilleure solution de mettre tout le monde autour de la même table. Ça prend du temps, enfin, ça demande un peu d'organisation. Il faut une grande table. Mais toujours est-il que ça peut nous permettre d'imaginer un rôle d'intermédiaire, de courtier, de traducteur. Et effectivement, l'opérationnalisation du rôle des sciences sociales, il est peut-être de ce côté-là, effectivement. Y a-t-il une dernière question ? Je reste persuadé qu'ils nous cachent beaucoup de choses, mais qu'ils vous les diront peut-être en privé juste après la conférence. Donc on s'arrête là. Bon, ben merci à vous pour ces interventions. Et puis surtout, je voudrais préciser que donc, certaines personnes du Congrès ont été invitées, donc ils ont eu l'information. Peut-être qu'ils vous inviteront à leur tour pour continuer ces débats et que ce sera productif pour ces politiques de la nature. Pour ce qui nous concerne, moi je vous donne rendez-vous le 5 novembre, non pas pour une conférence mais pour une projection. Donc ce sera un film néo-zélandais qui s'appelle White Lies, d'après le roman de Mwiti Maira, Medicine Woman. Donc vous êtes les bienvenus. Merci à vous.